Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée. Que voulez-vous faire de la RDC? Chers téléspectateurs, votre émission de ce soir, elle est vraiment spéciale parce qu'à travers cette émission, nous allons vous balancer les images que votre humble serviteur a pu avoir au cours d'un atelier de formation qui a été organisé ici à Kinshasa du 5 au 7 février de cette année. Cet atelier a été organisé par le Centre national d'éducation mésologique. C'est une ONGD dirigée par votre humble serviteur Norbert Yamayamba qui a organisé un atelier ici à Kinshasa à l'hôtel Invest de la RTNC sur les thèmes la formation, l'art de compromis au sein de l'idée de parti politique. C'était un atelier de formation. Voilà, vous avez là-bas le thème de la session de formation qu'avait organisé l'ONG Centre national d'éducation mésologique. Voilà, atelier de formation. Voilà, c'est vraiment bien pour la régie, pour nous balancer déjà les thèmes de notre émission de ce soir. Alors, chers téléspectateurs, nous avons pris les images. Pourquoi? Parce que nous avons estimé que c'était un atelier qui avait vraiment reçu. Et au cours de cet atelier, vous allez vous rendre compte que l'organisateur a mis sur une même table, côte à côte, la majorité présidentielle et l'opposition. Le souci, c'était quoi? C'est que les deux familles politiques bénéficient de cette formation sur l'art des compromis politiques. Vous savez que notre pays est en train de passer des moments aussi que personne ne peut se cacher, des moments là un peu bouleversants. C'est par rapport à ça que M. Norbert Yamayamba, en partenariat avec la fondation allemande Friedrich Herbert, ils ont dit non, nous devons organiser un atelier, une façon pour nous de contribuer à notre jeune démocratie. Alors, chers téléspectateurs, au cours de cet atelier, l'atelier qui a duré 3 jours, il y a eu de brillants intervenants, des géants professeurs de ce pays. Il y a eu le professeur Thierry Landou, il y a eu M. l'abbé José Mpundu, il y a eu le président de l'OPUR qui a parlé de l'expérience sud-africaine sur la réconciliation nationale. Vous allez suivre toutes ces images à travers cette émission de ce soir. Il y a eu l'ambassadeur Alain Atoundoulengo qui a parlé aussi de l'expérience congolaise sur l'art de compromis politique. Donc presque tout le monde a parlé. Il y a aussi le partenaire de la fondation qui a parlé, qui a démontré à l'auditoire qu'il est capable, la RDC est capable de se mettre autour d'une table, ces fils de ces pays, afin que les choses aillent de l'avant. Voilà un peu, nous avons dit, nous ne pouvons pas faire passer cet atelier comme ça. Il est vraiment important, au moment où notre pays est en train de passer des moments très troublants. À l'Est, il y a la guerre. À Kampala, il y a des négociations. Des gens, de l'autre côté, des gens disent que nous devons nous retrouver autour d'une table. Donc tout ça, ce sont des éléments que nous avons dit. Cet atelier doit être le bienvenu. On va les diffuser au cours de cette émission. Vous allez suivre les interventions, vous allez suivre les réactions, vous allez suivre... Vraiment, c'est vraiment important que l'OPIR a dit ce soir, il faut que cet élément passe. Au-delà de tout ça, il est vraiment bon que je vais d'abord à la régie qui va commencer à nous balancer notre premier élément. Comment l'ambiance était dans la salle. On y va à la régie. Voilà l'ensemble de concepts qu'il faut intérioriser, qui
sommes éclairés d'information, la démocratie délibérative. C'est-à-dire les peuples interformés. Et quand il n'y a pas cette démocratie délibérative, vous avez en face une sorte de démocratie de marchandage qu'on appelle aussi la démocratie hégémonique. C'est ce que nous connaissons au Congo. Nous avons une majorité qui ne négocie pas avec nous. Eh bien, chers téléspectateurs, là vous êtes en train de suivre les images du premier jour. Vous avez là le professeur, vous avez notre modérateur. De l'autre côté, il y a M. Norbert Yamayama lui-même qui était l'organisateur principal de cet atelier. Vous avez vu dans la salle, d'un côté, il y avait la majorité présidentielle, vous le voyez. De l'autre côté, il y avait l'opposition. Vraiment, l'organisateur a tout fait pour que les deux familles politiques se mettent autour d'une table pour parler les choses sérieuses de la nation. Et là, vous êtes en train de suivre comment les membres, les participants sont en train de poser des questions au professeur qui avait pris la parole le premier. Et après le professeur, c'était le tour du professeur Thierry Landou. Après, c'était aussi le tour de l'abbé José Mpundu, qui ne sont pas restés indifférents, devant notre caméra pour donner leur point de vue par rapport à l'atelier et surtout par rapport au moment que l'atelier ici est venu à un bon moment par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Merci beaucoup la régie, vous êtes en train de voir, vous avez suivi tous. C'est vraiment intéressant que de voir ce pays, les gens de bonne volonté travailler pour faire avancer les choses. Au-delà de tout ça, je vais toujours aller à la régie pour dire que non, on va maintenant suivre les interviews, les réactions du professeur Thierry Landou, les réactions de M. l'abbé José Mpundu, et pourquoi pas la réaction de M. Norbert Yamayama lui-même, qui était l'organisateur, pour nous faire un peu l'économie de ce premier jour. Allez, on va faire la régie pour nous balancer ces éléments. Voilà. Et alors la compromission, c'est on s'arrange avec sa conscience pourvu qu'on puisse avoir accès au pouvoir, on puisse avoir accès à la voix. En fait, c'est ça. Et le conflit qui existe au Congo, c'est un conflit entre les intérêts du peuple et les intérêts des dirigeants qui ne convergent pas. Au contraire, qui s'affrontent. Et alors, très souvent, eh bien, ceux qui se mettent en dialogue, ce sont les dirigeants, hein, c'est la classe politique, l'élite politique, et ils se mettent en dialogue, non pas pour arriver à un compromis qui bénéficie au peuple, mais arriver à un partage du gâteau, hein, comme on aime l'appeler, c'est-à-dire de l'avoir. Voilà un peu ce que j'ai essayé de montrer. Et puis l'autre aspect du conflit, c'est le conflit entre les intérêts du pays et les intérêts des maîtres du monde. Alors, ce qui fait que nous sommes plus dirigés par les maîtres du monde que par nos propres intérêts. Est-ce que vous parlez favorable à ces négociations parce que le peuple ne trouve pas son compte là-dedans? Voilà. Et donc, en réalité, ce sont toujours les mêmes choses. On tourne en rond, quoi. On tourne en rond. On tourne en rond. M23 égale CNDP. CNDP égale Kigali. Kigali, fabrication des Occidentaux et donc des puissances euro-américaines. Alors, bon, pour quel résultat? Eh bien, il n'y a aucun résultat pour le peuple congolais dans tout ça. Vous savez que le Congo aujourd'hui se trouve dans une situation très difficile où les acteurs politiques n'ont pas l'air de s'entendre. Et lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a recrudescence de la violence. Les pillages sont possibles. La pauvreté peut s'aggraver. Ça s'aggrave d'ailleurs. Il faut voir les enfants de la rue. Il faut voir les enfants que l'on a. Il faut voir les fonctionnaires. Il faut voir tout le monde. C'est la pauvreté qui a élu domicile dans notre pays. Il faut que les politiciens s'entendent. Mais pour qu'ils s'entendent, il faut qu'ils dialoguent. Pour qu'ils dialoguent, il faut qu'il y ait des inputs. Il faut qu'il y ait une matière. Nous sommes heureux que le président de la République ait annoncé une idée sur le forum qui doit rassembler les hommes politiques. J'allais dire les Congolais. Mais une occasion de plus, j'allais dire une opportunité, pour qu'on se prépare dès maintenant. De quoi les gens vont-ils discuter? De quoi vont-ils discuter? De manière que dès maintenant, lorsque l'opposition et la majorité se trouvent ensemble, on puisse déjà dégonfler les conflits. On puisse déjà dégonfler les tensions.
Et ça permet naturellement à ce que demain, s'il y a une opportunité pour qu'ils se rencontrent, ils se retrouveront face à face pour que vive le Congo, vive la démocratie, vive la lutte contre la pauvreté. Voilà ce que nous entendons et c'est ça justement la motivation qui nous a poussé à ce qu'on organise cette rencontre. Merci bien. Le forum, il y en a... Écoutez, du progrès. Il faut toujours avoir la conviction que demain ça peut réussir. Si on perd l'espoir, écoutez, on ne pourra plus rien faire. Nous avons l'espoir et il faut continuer à marteler pour que les choses réussissent. Et nous sommes conscients que ça va réussir. Qu'est-ce que cette fois... L'opposition et la majorité. Discuter ensemble comme des frères. Croire que le Congo nous appartient tous, que tous nous sommes des copropriétaires. Moi je pense que nous sommes en train de faire un bon bondissement. Non, une avancée spectaculaire. Il faut faire confiance aux gens, je crois. Je crois qu'en faisant confiance aux gens, on minimalise naturellement les possibilités des échecs. Et moi je suis confiant à cela, parce que je suis un leader transformationnel. Je ne suis pas un leader réductionniste. Voilà pourquoi nous sommes là pour parler dans la perspective de relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci. Professeur, ce qu'on m'avait demandé de faire, c'est de parler de compromis, des avantages et désavantages ou même inconvénients du compromis. Sa raison d'être, surtout dans le cadre d'un pays comme le nôtre, la RDC. Donc c'était plus une approche purement technique et j'ai commencé par insister sur un fait. En fait, le compromis, c'est une transaction. De cette transaction, il y a un désaccord. Le désaccord, c'est entre deux humains, ou bien deux groupes d'humains, ou bien deux parties. Donc, au début même du processus qui mène à un compromis, il y a un conflit. On doit savoir qu'il y a un conflit, il y a un désaccord. C'est ce conflit-là qui nécessite qu'on se mette autour de la table pour qu'on puisse arriver à un compromis. Le deuxième élément sur lequel j'ai insisté, c'est de dire qu'en fait, le compromis n'est pas le seul style de négociation. Il y a plusieurs styles de négociation, il y a des styles autoritaires, des styles accommodants, il y a des styles de collaboration et de compromis, et un de ces styles aussi qui nous permet justement d'arriver à la résolution d'un conflit. Ce qui est important à mon avis, on parle de compromis et qu'on regarde un peu notre société telle que nous sommes en train de vivre, je crois que de plus en plus les gens se posent des questions sur l'ensemble des compromis que nous avons eus au courant de notre histoire qui, en définitive, apparaissent plus comme des compromissions que des compromis. Et là, la question majeure, c'est celle de savoir est-ce que nous avons une culture justement de négociation? Est-ce que nous avons une culture qui nous permette d'arriver à des compromis dans le sens du bien-être de la communauté? Est-ce que nous avons une formation pour ça? À partir d'où on nous forme? Et lorsque les gens parlent de compromis, ils en parlent plus au niveau du sommet de l'État, entre ceux qui sont dans la majorité et ceux qui sont dans l'opposition. Mais est-ce qu'à l'intérieur des partis politiques, il y a des compromis? Est-ce qu'à l'intérieur des structures que nous dirigeons, nous pouvons arriver à des compromis? Est-ce que nous négocions et comment négocions-nous? Donc je suis en train d'insister énormément sur une culture justement du compromis qui pourrait commencer dès le bas âge où il y aurait un apprentissage réel et surtout au niveau des partis politiques qui malheureusement aujourd'hui n'assurent pas énormément l'autre volet de leur mission qui est le volet de la formation. Et là il y a une formation à donner réelle pour qu'il y ait une pratique du dialogue, des négociations et une pratique même de ces différents styles de négociation pour voir en fait quel est le style qui convient pour que nous arrivions à un seul objectif, c'est celui du bien-être de notre population. Et une autre question que j'ai pu me poser aussi, c'est de savoir, lorsqu'on dit que c'est un différend entre deux personnes, ou bien deux membres de communauté, ou bien deux groupes de personnes, ou même deux partis politiques, ou même ceux qui sont dans l'opposition, ou ceux qui sont dans la majorité, la grande question ici chez nous, c'est de savoir en fait qui sont en conflit. Et ils sont en conflit par rapport à quoi? Est-ce qu'à travers toutes les négociations que nous avons eues dans ce pays, est-ce que ce sont les vraies personnes qui étaient en conflit qu'on amène autour de table? Est-ce que ces personnes discutaient réellement du problème qui concernait toute la nation? Et ça, c'est une question que j'ai lancée un peu au niveau de la salle, parce que je ne suis pas convaincu que ceux qui négocient soient nécessairement ceux qui sont réellement en problème. Est-ce que ce sont seulement les politiciens qui sont en conflit? Et ce sont les politiciens avec le peuple qui sont en conflit? Si c'est avec le peuple, où est le peuple quand eux négocient? Si ce sont les politiciens, ils négocient autour de quoi? Quel est le problème de leur désaccord et ils cherchent quoi lors de ces négociations? Évidemment, bon, il y a des réponses qui pourront être données dans plusieurs directions, mais voilà un peu... Professeur, nous devons placer l'homme et la femme au cœur de nos négociations dans ce pays.
nous ne plaçons pas l'humain, le Congolais ou la Congolaise au centre de nos négociations. Ce que nous faisons, c'est plutôt placer nos intérêts au centre de la négociation. C'est comme on dit, c'est placer plus les avoirs. Qu'est-ce que je vais gagner? Et lorsqu'il s'agit des avoirs, à ce moment-là, on écarte les autres. Et c'est ainsi que ces négociations n'aboutissent jamais à des solutions qui raffermissent nos relations sociales, qui raffermissent nos relations internes au niveau du pays et qui raffermissent ou qui essaient de promouvoir plutôt le bien-être des membres de la communauté. Et donc je crois que le premier élément et l'élément essentiel, c'est vraiment de placer l'homme et la femme au cœur justement de ces négociations. Et à ce moment-là, si nous nous respectons mutuellement, si nous avons de la confiance dans les uns et les autres, nous pouvons commencer à bâtir autre chose que ce que nous sommes en train de faire, où on parle de négociations alors qu'en fait on se retrouve autour d'une table dans la méfiance la plus totale, dans l'hypocrisie la plus totale, avec le mensonge et les ruses là où nous pouvons les utiliser, mais avec pour seul objectif en fait imposer son point de vue et faire en sorte que ce dialogue-là, finalement, se termine en une façade de dialogue parce qu'il n'aboutit pas à un résultat positif pour les membres de la communauté. Spectateurs, nous voulons juste faire un petit résumé de ce premier jour de l'atelier sur l'art de compromis qu'avait regroupé dans la salle de l'hôtel Invest les deux familles politiques de notre pays, la majorité et l'opposition. Vous avez suivi les différents orateurs, vous avez suivi lui-même l'organisateur. Les soucis, c'est quoi? Les gens disent qu'il n'y a pas de démocratie sans compromis. Chers téléspectateurs, chers politiciens, chers honorables députés, vous qui êtes dans la société civile, je voulais encore vous le rappeler qu'il n'y a pas de démocratie sans compromis. Pour qu'il y ait compromis, il faut qu'il y ait dialogue. Pour qu'il y ait dialogue, il faut que les gens se regardent face à face. Que les gens mettent au premier plan l'intérêt national. Vous avez suivi M. l'abbé José Mpondo réagir. Vous avez suivi le professeur Thierry Lano. Vous avez suivi M. Norbert Mayamba. Tous disent que nous croyons, rien n'est impossible. Les gens veulent que les gens se mettent autour d'une table. Que les gens évitent des agendas cachés. Juste pour l'intérêt supérieur de la nation. Chers téléspectateurs, pour le deuxième jour, l'orateur c'était M. Thomas Wechi qui a parlé de l'espérance sud-africaine sur la réconciliation. Nous nous demandons pourquoi ce thème a été incorporé dans cet atelier de 3 jours. L'espérance sud-africaine sur la réconciliation. Si aujourd'hui les gens disent que l'Afrique du Sud a eu des pas, jadis c'était la RDC. D'emblée comme ça, la RDC renvoyée au bas de l'échelle. L'Afrique du Sud aujourd'hui fait des progrès. Quelque part, qu'on se le dise tout haut. Vous savez ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Vous avez vu les hommes intègres comme Mandela, comme le Monseigneur Desmond Tutu, comme De Klerk, qui se sont dit non, d'abord c'est l'intérêt des pays. Mandela, pendant tout ce temps de prison, a dit j'ai fait table rase la réconciliation sud-africaine. Les gens se disent dans ce pays, depuis le dialogue intercongolais, même avant, même pendant l'indépendance, il n'y a jamais eu réconciliation nationale. C'est ça que Papa Thomas Wechi avait développé. Lui, le visionnaire de l'Opire en tant que président, avait développé ce point. Pourquoi dans ce pays il n'y a pas de réconciliation? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que la réconciliation veut dire que on te met en dehors du pouvoir? Non. Les gens doivent se mettre autour d'une table pour dire on vient d'où, on est où et on va où. Ça va permettre à ce que les choses puissent, on peut recadrer les choses pour donner une nouvelle élan dans ce pays. Le deuxième jour, c'est un jour aussi très intéressant. Il y a eu M. Thomas Wechi, il y a eu l'ambassadeur Alain Atundu, il y a eu M. Herbert qui a parlé de l'expérience allemande dans les compromis politiques. Vous allez suivre tout ça à travers ces images. Nous avons eu deux temps forts, c'est-à-dire l'implication des églises. Les églises sud-africaines se sont impliquées sérieusement dans cette œuvre de réconciliation entre le blanc et le noir. Deuxième, c'est la création de la commission Vérité et Réconciliation,
cette commission qui a été dirigée par l'archevêque Desmond Tutu, qui a fait un grand travail. Et l'essentiel, c'était le pardon. Le pardon. Le pardon pour l'avenir. Parce que s'il devait se mettre le pardon pour juger, pour voir le pardon punitif, donc la justice punitive, il n'allait pas arriver à cette solution. Mais ils ont vu la justice qui reconstruit le pays, qui dirige le pays vers l'avenir. Qu'est-ce que nous avons tiré de cette expérience sud-africaine? C'est que les dirigeants, c'est-à-dire les leaders de la politique sud-africaine, notamment le président de Klerk, qui était un blanc, le président Mandela, qui venait de sortir de la prison, et Buthelezi, et Desmond Tutu, c'était des hommes intègres. D'abord, c'était des hommes intègres. Deuxièmement, on a trouvé chez des hommes qui aimaient vraiment leur nation. Troisièmement, on a trouvé que ce sont des hommes qui avaient un idéal commun, c'est-à-dire la République sud-africaine. C'est-à-dire qu'ils avaient une vision commune pour la République sud-africaine. Donc, c'est qu'on trouve rarement ici dans notre pays. Ce sont des leçons telles que si aujourd'hui, dans notre pays, nous avons une commission réconciliation qui va prôner le pardon pour l'avenir. Parce qu'après tout maintenant, si avec toutes ces guerres qui se produisent par-ci, par-là, depuis 1960, nous ne connaissons que ça. Si aujourd'hui nous devons aller dans la justice punitive, mais c'est tout le monde qui sera puni, alors nous devons à un certain moment dire que, bon, écoutez, nous allons instaurer un système de confession publique, que les gens puissent confesser leurs péchés et leur pardonner et faire table rase et reconstruire notre pays, aller de l'avant. Voilà, merci beaucoup, on évolue. Là, vous suivez l'intervention de M. Thomas Weti, le président national de l'OPUR, qui a fait l'économie de son intervention sur l'expérience sud-africaine, sur la réconciliation. Chers téléspectateurs, ce n'est pas encore fini. Il y a des éléments, ça c'était le deuxième jour, il y a le troisième jour que vous allez suivre, comment s'était passé les jets de rôle, la remise des brevets de participation, les différentes réactions des participants. Nous les avons tous eu et nous avons eu même la chance d'arracher l'interview du partenaire qui n'a pas manqué de mots devant la situation que traverse la République démocratique du Congo. Le partenaire a fait savoir à l'auditoire que l'expérience allemande, il a dit qu'en Allemagne, ils ont plus de 60 partis politiques, mais au sein de leur parlement, c'est seulement 6 partis politiques qui sont représentés. Et c'est grâce au compromis politique que les choses sont en train d'évoluer. Pourquoi pas dans notre pays? Et nous demandons que les organisateurs, en organisant un atelier pareil pour les partis politiques, quelles étaient leurs attentes? Parce que vous êtes en train de comprendre avec nous que le pays est en train de cheminer vers un forum national. Mais il faut qu'il y ait de la matière. Il faut que les gens se parlent pendant ce forum. Vous n'allez pas venir assister dans ce forum avec des agendas cachés. Non. D'abord, c'est l'intérêt de la population. Vous avez suivi M. Thomas Weti qui a parlé de l'expérience sud-africaine. Il a dit qu'en Afrique du Sud, les gens avaient des idéaux, une vision pour sauver la nation. Qu'est-ce qui manque dans notre pays pour que les politiciens aussi le fassent de même? Vraiment pour sauver cette nation qui est en train d'aller vers un gouffre. Là où nous allons. Les gens se demandent où est-ce que nous allons. C'est pourquoi cette émission, que voulez-vous faire de l'RDC? Chers téléspectateurs, en principe, on devait être dans ce tableau, dans ce plateau, avec M. Norbert Yamayama qui s'est excusé à la dernière minute. Il a dit, Cyril, je ne peux plus venir parce que je dois assister à une réunion. C'est pourquoi nous avons dit, malgré son absence, nous sommes censés débalancer les images de l'atelier, car un atelier aussi important dans ces moments où il y a des troubles au sein de notre pays. Il y a troubles. Il y a la CENI qui est pratiquement bloquée. Les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale ne se sont pas accordés à cause du fonctionnement de la CENI. Les gens se disent, où est l'intérêt supérieur de la nation? La CENI est bloquée, la machine, ça n'évolue pas. À Kampala, les gens ne s'accordent pas.